everybody. We bad and determined. For the win, yeah, we yearning. There's a fire that's burning. It's up that we turning. You can doubt we the baddest. We came here to shine. I ain't worried about yours. I'm trying to get mine. Come on. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Une émission spéciale, et oui, je suis tout seul dans notre studio de la rue Cotin, studio habituellement occupé, très occupé notamment par Nicolas Pudebois, notre consultant. Il sera bien présent, ne vous inquiétez pas, avec de nombreux invités pour évoquer toute l'actualité du football et de l'Olympique Lyonnais. Générique. Et oui, confinement oblige, Nicolas Pudebois, il n'est pas là. Il est absent, mais non, il est présent, bien évidemment, Nicolas Pudebois, grâce aux nouvelles technologies. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Heureux de te retrouver, hein. C'est vrai que ce confinement est compliqué pour tout le monde, mais heureux en tout cas de te retrouver et qu'on puisse échanger tous les deux et avec nos invités, qu'on puisse parler de football un peu. Ouais, parler de football, parler de l'OL. Avec les nouvelles technologies, on réinvente un peu et la télévision et notre émission. Donc, non, c'est intéressant. Et je vous l'ai dit en préambule, justement, de nombreux invités, et notamment le docteur Jean-Jacques Amprino, bien connu des supporters de l'Olympique Lyonnais. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. Donc, docteur actuellement du côté de Bourg-en-Bresse, en National. C'est cela. Oui, tout se passe. Oui, jusqu'à présent, voilà, exactement, National 1. On va évoquer justement la partie médicale un petit peu, parce qu'on le sait, hein, il y a beaucoup de problématiques par rapport à une éventuelle reprise, que ce soit des entraînements ou de la compétition. Il est présent également, comédien, vous le connaissez aussi, grand supporter de l'Olympique Lyonnais, Jérémy Lopez. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que dès qu'on parle de l'Olympique Lyonnais, tu réponds présent. Avec grand plaisir. Et puis, préparateur mental, justement, on parlait du côté médical, mais il y a aussi la préparation mentale. Hein. C'est vrai que ça fait depuis longtemps que ce confinement a commencé, et pour les sportifs de haut niveau et les footballeurs, c'est un peu compliqué, surtout lorsqu'on va parler de la reprise, de se préparer d'un point de vue mental. On accueille Patrick Grosperrin, préparateur mental. Bonjour Patrick. Bonjour Razik et bonjour à tous. Vaste sujet, hein, la préparation mentale. Hein. Salut Patrick. Ah là, c'est vrai que c'est assez épineux, hein. C'est sans précédent, comme on dit. C'est sans précédent. Messieurs, premier débat de cette émission spéciale, tant qu'il y aura des gones, faut-il reprendre la saison? Donc forcément, cette question, j'ai envie de te la poser, Nicolas Pudebois, ancien footballeur, ancien gardien de l'Olympique Lyonnais. Selon toi, objectivement, faut-il reprendre cette saison? Vaste sujet, vaste question. Moi, j'aimerais qu'on reprenne la saison pour une bonne et simple raison, c'est que j'aime le foot. Voilà, c'est vrai que ça nous manque, malgré tout. Même si on a vécu une saison en dents de scie ou en demi-teinte, voilà, on aime l'OL, on aime ce club, on aime voir jouer les footballeurs professionnels. Donc, voilà, c'est un peu égoïste, mais effectivement, j'aimerais voir des matchs de foot à la télé. Après, si toute la sécurité sanitaire n'est pas respectée, ou en tout cas si on ne trouve pas un protocole nécessaire pour rassurer tous les acteurs, ça me paraît compliqué de finir la saison comme ça. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Je suis pas un spécialiste, mais effectivement, je pense qu'il faudrait redémarrer à condition que tous les acteurs soient rassurés à 100% sur la faisabilité et sur leur sécurité physique. Même question pour Jérémy Lopez, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais. Forcément, le football, les matchs, bah ça doit te manquer. Selon toi, faut-il reprendre cette saison, Jérémy? Alors, comme Nico, en tant que supporter et amoureux de foot et surtout de l'OL, on est tous en manque, donc on a besoin de revoir des matchs le plus rapidement possible. Après, ça me gêne toujours de parler à la place des joueurs, parce qu'il y a des enjeux énormes financiers, dont moi, personnellement, je me fous totalement, mais dont les clubs ne se foutent pas. Je pense qu'il ne faut pas parler à la place des joueurs. Donc, il faut demander aux premiers concernés, avant de parler des dirigeants et des supporters et des journalistes, qu'est-ce qu'en pensent les joueurs? Ça, c'est vraiment une question que je me pose, quoi. J'imagine que Nico, tu es plutôt d'accord avec ça.
Oui, je suis d'accord avec ça. Après, je sais qu'ils sont très suivis par le corps médical, par le staff médical. Ils ont un métier bien moins à risque que nos infirmières, nos docteurs qui sont confrontés à la maladie quotidiennement et à qui on n'a pas laissé le choix. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une part de moi qui voilà, c'est assez philosophique comme sujet, on est bien d'accord. Ils font du spectacle, ils sont très très bien rémunérés pour ça, mais leur sécurité de santé est quand même privilégiée. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Il y a l'économie des clubs qui est en jeu. Si tout est mis en commun pour que au niveau de leur santé, qu'au niveau des gestes barrières. Alors, c'est compliqué quand on fait un sport d'adopter des gestes barrières, On mais l'évoquera si tout à l'heure. ils sont, On l'évoquera tout à l'heure justement avec voilà, le docteur. Ouais. s'ils sont testés, si personne n'est malade, voilà, je vois pas quelle est la contre-indication pour ne pas reprendre. Mais bon, après, oui, c'est un grand débat. Voilà, exactement. On l'évoquera tout à l'heure justement. C'est le deuxième sujet concernant justement l'aspect médical. Mais je comprends que tu l'abordes parce qu'effectivement, c'est un sujet épineux et très important, primordial, central. C'est la clé en fait. C'est la clé, Razik, en fait. Exactement. Par rapport justement, il y a ce débat et on va peut-être prendre. Allez, Patrick. Sur est-ce qu'il faut s'arrêter à la 27e journée, à la 28e journée? Effectivement, c'est vrai qu'il y a, si jamais ça s'arrête, par exemple, il y a vraiment ce débat, encore une fois, par rapport à ce championnat. Il y a eu de nombreuses propositions. Patrick, quel est ton regard par rapport à ça? Alors, l'idée, ce serait que le championnat reprenne. C'est vrai qu'il y a des éléments qu'il va falloir clarifier pour rassurer tout le monde, les joueurs, les staffs, les entourages des joueurs. Bon, là, ça laisse quand même la fin du mois de mai et le mois de juin pour se préparer pour une reprise qui serait peut-être au mois de juillet. Bon, ça laisse quand même le temps que pas mal de choses se fassent. Hein, on voit qu'en Allemagne, le déconfinement se passe plutôt bien. Et là-bas, il y avait plus de liberté que chez nous. Donc, voilà, ça semble pouvoir être réalisable. Après, si le championnat devait vraiment s'arrêter, je pense que sur pas mal de paramètres, économiquement, hein, puisque les droits de télé ne seraient pas versés, payer des joueurs, enfin bref, ça poserait quand même d'énormes problèmes. Et les questions, notamment les places qualificatives pour la Coupe d'Europe, pour les Coupes d'Europe. Et alors après, là, c'est le débat insoluble, puisqu'il n'y a pas de bonne solution, qui serait comment est défini le classement du championnat. Enfin, pour ma part... Parce que je me permets de te couper, parce que justement, c'est pour faire réagir encore Nico. C'est vrai que je donne beaucoup la parole à Nico parce que c'est l'aspect sportif, mais on a entendu Rémi Vercoute, par exemple, qui lui s'est clairement positionné en disant que même si c'est un ancien de la maison OL, il trouverait ça bizarre, entre guillemets, peut-être injuste pour d'autres clubs de voir l'Olympique Lyonnais disputer une Coupe d'Europe. Oui, je suis assez d'accord avec lui, moi, pour le coup. Une place en Coupe d'Europe et au classement, elle se joue sur le terrain. Et là, aujourd'hui, très clairement, par rapport à la saison et au classement et au nombre de matchs gagnés ou perdus, l'OL n'est pas encore qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas de raison sportivement pour que l'OL soit qualifié en Ligue des Champions automatiquement par rapport à son historique, en fait. Voilà, pour moi, c'est la méritocratie qui devrait l'emporter à ce niveau-là. C'est vrai que je suis supporter de l'OL, mais en même temps, je suis quelqu'un de juste et d'objectif et j'aimerais que ça se passe comme ça tout le temps, qu'il y ait une vraie justice par les performances et pas forcément que par rapport à pas que la loi du plus fort ou du plus gros, quoi. Alors, je ne sais pas, j'entends derrière justement comme on enregistre cette émission, mais comme tout le monde intervient un petit peu, n'hésitez pas, si vous souhaitez justement réagir et vous n'êtes pas du même avis que Nicolas Pulpois à le faire savoir, n'hésitez pas, c'est aussi là, on essaie de créer du débat intéressant, intelligent en tout cas. Docteur Amprino, au-delà de l'aspect médical, parce qu'on va l'aborder dans le deuxième thème, pour vous, selon vous, par rapport à votre expérience, vous êtes aussi en place, encore une fois, on l'a dit, à Bourg, faut-il reprendre cette saison, selon vous? Bien évidemment, je n'ai pas la réponse. Alors, faut-il reprendre? Oui, pour tous les arguments qui ont été donnés. Je parle des arguments non médicaux. Mais on en parlera après. Un médecin de club, avant tout, il doit préserver la santé des joueurs. C'est sa fonction première. C'est là où ça devient difficile de donner une réponse. Voilà. Moi, c'était ces petites réponses que je voulais, parce que je voulais vous faire participer, docteur Amprino, aussi sur l'aspect sportif. Et ce que je vous propose justement, à part si Jérémy Lopez, parce que je crois que j'en ai discuté avec lui, concernant justement ce qu'a dit Nicolas Pudebois, la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, selon toi, est-ce que l'Olympique Lyonnais mériterait de la disputer?
C'est compliqué, hein, parce que, par exemple, Rémi Vercoutre, je pense que ce discours-là, il ne l'aurait pas tenu quand il était au club. Donc, être objectif, On est c'est d'accord. extrêmement difficile, d'autant plus quand tu es supporter. Après, je suis d'accord avec Nico. À l'heure qu'il est, à la 28e journée, on ne mérite absolument pas d'être européen dans le championnat. Après, on était en finale de Coupe de la Ligue. On aurait pu se faire éclater par Paris en finale, bien sûr, mais on aurait pu les battre aussi. On était encore qualifié en Ligue des Champions. Donc, ces paramètres-là me font dire que tout n'était pas terminé dans cette saison. Donc, c'est un sujet très délicat. Après, je suis d'accord, il faut essayer d'être le plus honnête possible et se dire que quand on est 5e à la 27e ou 8e à la 28e journée, c'est pas la même chose. Et quand la question ne se pose pas, on ne mérite pas d'être européen pour l'instant. Le problème, c'est que si tu penses aux 10 dernières saisons de l'OL, et si on s'arrête à la 25e journée ou 27e, on n'était pas forcément européen à chaque fois. Et à chaque fois, on a fait des finishes extraordinaires. C'est une culture du club aussi, ça. Mais ça, les autres clubs et les autres présidents s'en foutent, évidemment. Allez, on va passer, messieurs, à l'aspect médical, justement. Donc, on va faire travailler le docteur Jean-Jacques Amprino, qui est le mieux placé pour parler, justement, et qui, lui... Peut-être repartir sur mon terrain. qui, lui, maîtrise le sujet, parce que je peux vous dire, messieurs, entre nous, comme j'en peux plus de ces pseudo-spécialistes qui, à longueur de journée, nous donnent des leçons, alors que ça fait des années qu'ils n'ont plus vu de patients. Bref. Donc là, au moins, on a quelqu'un qui maîtrise le sujet. Vous avez dit, monsieur Amprino ? Je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit. Alors, je ne pensais pas qu'on avait autant de professeurs à Paris. Il en sort 2 par soir, après la télé. Mais... C'est vrai. Exactement. C'est incroyable. Des joueurs en danger, point d'interrogation, justement. Alors, justement, il y a de plus en plus de joueurs qui sont inquiets. Donc, reprise de l'entraînement. Comment ça va se passer, tout ça, docteur Amprino ? Comment on peut reprendre l'entraînement dans un sport comme le football ? C'est une espèce de quadrature du cercle, parce qu'en fin de compte, si on veut respecter toutes les précautions, c'est pas possible. Et entre dire c'est pas possible et essayer de s'adapter, il y a quand même une marge. Alors, ce qui est un peu prévu, c'est de faire une reprise progressive, parce qu'on a reçu hier soir les directives, les indications des instances dirigeantes. Ça serait une reprise d'entraînement progressif, c'est-à-dire par petits groupes, étalé sur 2-3 semaines avec des tests, et ensuite arrivera le fameux moment où il va falloir faire des oppositions parce qu'il va bien falloir y arriver. Bien sûr. C'est là où ça pose problème. Parce que tant que les joueurs vont jouer à 2, 3, 4 mètres, parce qu'il est Nico, qui a quand même bien pratiqué le foot, faire des entraînements en laissant toujours les joueurs à 4 mètres de distance, ça va quand même être réduit, c'est qu'à le dire, pendant quelques temps. Ça va fluidifier le jeu, ça sera bien. Ça sera bien au niveau du jeu. Après, bon, ça sera sur des surfaces réduites, mais je pense que les entraîneurs, ça va être difficile de tenir ces restrictions. Et après, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est un moment des oppositions, et si on arrive au match, parce qu'au match, comment on fait ? Ouais. On sait que les projections, tout le monde le sait, de cette équipe sont accélérées par l'effort, par la vitesse et par les contacts. On ne va pas supprimer les contacts au foot, on ne va pas supprimer la vitesse. Autrement, il faut transformer le championnat en championnat de baby-foot. Donc, c'est un peu difficile. Et après, ça dépend où on met le curseur du risque. Il n'y a pas de risque zéro. Mais le problème, si arrive un jour ou l'autre, un match ou l'autre, un joueur qui est positif, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé d'isoler lui, d'accord ? Il faut isoler les gens qui ont été en contact avec lui. Il n'y a plus d'équipe. Alors, les instances dirigeantes disent qu'on le ferait à partir de 3 joueurs contaminés. Moi, ça me paraît un peu osé, parce que c'est déjà un début d'épidémie. Mais dès qu'il y en a, moi, si je suis médecin responsable, je dis voilà. Et après, il y a le risque. Alors, le risque, effectivement, je disais dans l'article oui, sur olympiquelyonnais.com. Voilà, que, effectivement, les joueurs sont plutôt jeunes, en bonne santé. Le risque vital est faible, mais on a un exemple à Montpellier où il y a un joueur qui est très jeune et qui est quand même en réanimation. Donc ça, on ne peut pas l'exclure. Est-ce que cette prise de risque, on en tient compte ? Voilà.
Ah, c'est vraiment un débat, c'est très intéressant, en tout cas, c'est très très intéressant. Et par exemple, si un joueur, on va prendre le cas de l'Olympique Lyonnais, va au centre d'entraînement à Dessines, effectivement, il va être testé avant, il va s'entraîner, Oui, mais il va quand même retourner chez lui. bien sûr, oui, oui, on peut pas, il va pas. Dans l'absolu, il faudrait les confiner au stade pendant un mois, quoi. Comme on fait certains personnels soignants dans des EHPAD d'ailleurs, hein, mais bon, c'est Ouais. pas le même, pas le même enjeu. Hein. Non, c'est compliqué. Alors moi, je sais, en tant que je reste supporter de l'Olympique Lyonnais, donc en tant que supporter, j'ai envie que ça reprenne. Mais mon boulot, moi, c'est d'être médecin et de rester dans mon rôle, chacun dans son rôle. Les médecins, les présidents, les dirigeants. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Jérémy Lopez, c'est-à-dire les joueurs, quand même, qui sont exposés eux-mêmes. Alors, je sais bien, on entend, oui, mais les caissières, les médecins, moi-même, je suis parti de la réserve sanitaire, bon, je n'ai pas été trop en contact, mais c'est pas le même contexte. À un moment donné, les joueurs, on ne pourra pas les protéger au maximum. Voilà, c'est ça que je veux dire. On ne pourra Ouais, pas, c'est pas possible. le risque zéro n'existe pas, qu'on soit bien Non, clair. bien sûr. Ça Ouais. existe Est-ce nulle que je peux part. rebondir, Azik? Bien sûr, bien sûr. En fait, ce que dit Dr Amprino, en fait, on est en train de se poser une question. Le foot, ça représente vraiment la société. Et c'est un problème social, et le foot en particulier. C'est-à-dire que là, on est en train de se dire, est-ce qu'on garde les matchs pour avoir les financements, parce que on a besoin de ces financements, quitte à donner du sous-football, avec des joueurs qui se retiennent, avec des joueurs qui sont sous-entraînés, avec des joueurs qui sont pas prêts, mais on remplit le cahier des charges pour avoir le pognon. Et je le dis sans aucune démagogie, c'est une question que je me pose. Le foot, on est en train de se poser la question, et c'est normal, et ça tombe à un bon moment, enfin à un moment charnière, il n'y a pas de hasard. Est-ce que le foot, le business, prend le pas sur la santé, sur le spectacle qu'on donne? Est-ce qu'on donne de la soupe aux gens pour remplir les caisses? Est-ce que les gens doivent accepter de boire de la soupe pendant 2 mois parce que c'est le jeu et c'est mieux que rien? C'est une grosse question que je me pose en ce moment. Voilà, pour le coup, c'est plus les clubs qui économiquement en ont besoin et qui demandent la reprise. C'est pas Bien sûr, forcément c'est pas ni les supporters ni les joueurs de ce que bien je sûr, peux entendre et lire. C'est plus les bien clubs. sûr, mais les supporters, les supporters, je me place en tant que supporter, je peux pas parler à la place des dirigeants, mais je veux dire, est-ce que le supporter est prêt à accepter de voir des joueurs en dessous du spectacle? Parce que même si Canal ou beIN paye parce qu'on a rempli le cahier des charges et on fait les 10 derniers matchs, ce sera toujours moins bien, faut pas se mentir, que les matchs en réalité qui auraient dû avoir lieu. C'est comme Ouais. si moi, je suis en train je ne joue plus au théâtre à la Comédie Française parce que c'est interdit. Et puis, on va pas, comme les joueurs, on va pas pouvoir jouer des spectacles dès le mois de mai ou dès le mois de juin. C'est impossible. Donc, sans répéter, on peut faire un spectacle, mais ça n'a aucune espèce de valeur. Et c'est pareil pour le foot. Voilà, pour Moi, la reprise des foot. Pour la reprise du foot, il y aura forcément après le doc en parlera mieux que moi, mais un protocole de reprise athlétique, une nouvelle préparation. Là, ils sont en entretien, mais ce que je disais l'autre fois, c'est que ça représente un peu la période de vacances, en fait, on a un programme pour s'entretenir physiquement, mais ça ne remplacera pas ni l'intensité des entraînements, ni la reprise athlétique et physique qu'il pourrait y avoir. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura bien 3 semaines, un mois de reprise avant oui, d'avoir des mais matchs à haute intensité. Nico, dis-moi si je me trompe, mais quand tu étais en trêve estivale, les joueurs, ils s'arrêtaient au mois de juin, grand maximum 3 semaines. Ouais, c'est ça. Mais là, 3 on semaines, en un est mois. à 2 mois. Donc, c'est quand même pas la même chose. Et j'ai une question pour le docteur et aussi pour Patrick, parce que c'est un problème physique et aussi mental. Est-ce que des joueurs sont capables, au bout de 2 mois d'arrêt, de reprendre une activité, même s'ils ont des préparations, des préparatifs de répétition, j'allais dire, je parle de mon travail, d'entraînement. Est-ce qu'ils sont capables de tenir après une saison, voire une saison et demie, puisqu'on enchaînerait les 2 saisons, plus une pseudo-Ligue des Champions en août? Est-ce que ces joueurs-là ne peuvent pas craquer psychologiquement au mois de septembre ou octobre, ou même physiquement? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler de l'aspect médical, on va rester effectivement l'aspect mental, ce Pardon, sera le hein. troisième thème. Non, mais c'est très intéressant, c'est une question très pertinente, très intéressante, mais on va poser justement la question par rapport on va adresser la question, pardon, à Jean-Jacques Amprino, justement. Oui, alors c'est une question qui a été évoquée, parce que si on reprend, la saison prochaine va s'enchaîner sans interruption quasiment, très peu.
Et effectivement, si on a une dizaine de matchs à 3 jours d'intervalle, ça va être compliqué au niveau, je dirais, plus physique que mental. Mais bon, ça peut se gérer, mais il faut accepter, entre guillemets, un quota de casse. Hein. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Alors, j'aime pas trop les estimations, mais ça a été redit par les instances. Ils considèrent que si on reprenait ces semaines prochaines, le risque de blessure serait multiplié par 6. Bon, j'en sais rien. Il y en aura certainement plus. Ça sera 5, 6, 4, 3, mais il y en aura plus. Et les clubs, comme les clubs qui ont déjà joué en Coupe européenne, qui ont l'habitude, comme l'OL notamment, de jouer tous les 3 jours, sont effectivement favorisés par rapport aux clubs qui ont leur rang traditionnel d'un match par semaine, ça c'est certain. Vous, justement, Jean-Jacques Camprino, c'est intéressant. Jean-Jacques Camprino, c'est intéressant parce que justement, vous êtes docteur, vous êtes fan de football, supporter de l'Olympique Lyonnais, et c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est compliqué parce que forcément, vous avez envie de voir le football reprendre. Et en même temps, effectivement, il y a le médecin qui parle. Et en même temps, vous allez jamais, vous pouvez pas mettre en danger la santé des joueurs. C'est impossible. Alors là, on est en mise en danger relative parce que si un entraîneur se fait une blessure musculaire, bon, c'est très très embêtant pour l'équipe, pour l'entraîneur, pour sa santé personnelle, donc il risque rien. C'est pas comme s'il prend, il devient positif au Covid-19. Ce sont 2 domaines différents, c'est certain. Mais en tant que médecin du sport, où on doit également protéger les joueurs, mais faire que les joueurs soient optimisés dans leur performance, il faut en tenir compte. Ouais. Mais Razik, tu vois, pour faire le parallèle et répondre à Jérémy, je me souviens des internationaux qui reviennent après une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. Alors, plus on est jeune, plus c'est facile. Moi, je me souviens, j'étais revenu de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Je m'étais arrêté 15 jours et j'avais repris la saison derrière. Moi, j'avais 20 ans, donc c'était plus simple de récupérer. Mais je me souviens de Greg, je me souviens ou d'autres internationaux qui coupaient 15 jours, 3 semaines et qui reprenaient et qui enchaînaient la saison derrière. Alors, c'était adapté, hein, c'était suivi par le staff médical, c'était suivi par les kinés, c'était suivi par les préparateurs physiques. Mais c'est vrai qu'il y aura une divergence par rapport à certains qui n'ont pas l'habitude d'enchaîner les saisons comme ça. Les internationaux, eux, auront un avantage parce que leur corps est habitué à avoir ce genre de rythme, là où d'autres ont besoin d'un peu plus de récupération. Mais voilà, ça, c'est une question d'habitude. Mais ça existe. Quand on parle de l'effectif de l'OL, par exemple, ou peut-être moins à ton époque, parce qu'il y avait beaucoup plus d'internationaux, mais les internationaux, c'est je vais dire une connerie, c'est entre 40 et 50% d'un effectif. Là, on parle de la totalité de l'effectif. De ce rythme-là. Après, c'est des sportifs de haut niveau, Jérémy. Toi, si demain, on te demande de reprendre la comédie française, il va te falloir aller une semaine, 15 jours pour pouvoir retrouver tes automatismes, et parce que tu es un professionnel et tu fais partie du haut niveau. Ces joueurs-là font partie aussi du haut niveau, et ça fait aussi partie comment dire, on ne peut pas avoir que des avantages dans notre activité. Aujourd'hui, si ça fait partie de leurs contraintes, il y a aussi ce côté haut niveau qu'il va falloir prendre en compte. Et certains, il va falloir qu'ils forcent un peu leur nature pour devenir vraiment des joueurs de haut niveau. Et peut-être que ça sera un mal pour un bien pour certains. Je pense à… Pardon, excusez-moi. Vas-y. Oui, Vas-y, Jérémy. Pardon. Non, Jean-Jacques, allez-y. Youssouf connaît. Ah bah allez, pardon. Non, je disais, Nico, tu te rappelles, lorsque j'étais à l'OL, où effectivement on avait beaucoup d'internationaux, et l'importance d'un jour de récupération. C'est-à-dire que quand les joueurs allaient jouer à droite, à gauche en Europe, il y avait 3, 4, 5, 6 avions qui partaient les chercher pour préparer le match d'après pour gagner un jour. Il ne faut pas avoir blessé. Donc, c'est dire l'importance quand même de l'accumulation, on sait, des matchs, puisqu'en gros, on sait qu'une saison, si on dépasse les 50 à 60 matchs par saison, sur une saison complète, on multiplie le nombre de blessures de façon exponentielle. Ça a été calculé sur des données rétroactives, c'est pas de la prospective. Ça me fait penser, alors je ne suis pas médecin, donc il y a peut-être aucun lien avec ça, mais regardez Youssouf Koné. On le signe cette saison, l'été dernier. Il arrive tard parce qu'il était en compète, je crois, il faisait des matchs internationaux. Je sais plus ce qu'il faisait. Il arrive début août ou mi-août. Les premiers matchs, il est puissant et il a la pêche. Et puis un mois et demi, il se pète et puis il a loupé combien de matchs là? Pas mal de matchs, ouais. Effectivement. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a un impact. Forcément, il y aura. Ça se paye, tout ça. C'est comme tout, ça se paye. C'est comme les... Ouais. Ça se gère. Au lieu de ça se paye, ça se gère. Il faut avoir un staff médical, un staff de préparation physique. Pardon. Non, vas-y, allez-y. Vas-y, Nico, vas-y, pardon. Vas-y.
Non, je te disais tout ça, en fait, au lieu de ça se paye, ça se gère. Oui. Il faut avoir un staff médical, comme le disait le doc, qui privilégie la récupération, qui adapte bien les séances avec la préparation physique, avec les coachs, de façon à gérer ces événements-là. Jouer tous les 3 jours, à l'OL, on le fait depuis 20 ans. Et ça a toujours été bien géré par le staff parce qu'on est habitué à ça. C'est vrai que le gros problème, ce sera pour ceux qui ont pas cette habitude-là. Mais tout ça, ça se gère. C'est dans l'anticipation, c'est dans la prévention. Et tout ça, c'est un gros travail d'équipe entre le staff médical, la préparation physique, les kinés et le staff. C'est vrai que tu as raison, Nico. Moi, je sais qu'on était très, très complices, en complicité, en osmose avec Robert Duverne et puis les kinés, parce que c'était des décisions qui étaient collectives. La mise en route des protocoles n'était pas du fait que du médecin, c'était surtout le préparateur physique en relation avec le médical et les kinés. Ça, si on fait pas ça, ça marche pas. Ouais, un vrai travail d'équipe. Ouais. Salut Robert Duverne. Pour finir justement sur cet aspect médical, au niveau du protocole, on a vu qu'il y avait un protocole établi par des médecins de Ligue 1 et de Ligue 2. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, Jean-Jacques? Oui, ouais, c'est des protocoles, on peut en établir à l'appel, hein, parce que. Non, mais c'est vrai que ce protocole a été mis en route par Oran essentiellement, mais c'est des protocoles pour. On ouvre le parapluie, on ouvre le parasol, on ouvre le parachute, les bretelles et la ceinture. C'est ça le problème. C'est qu'on se prémunit, on dit voilà, on va reprendre, mais on va tout faire pour avoir une zone de sécurité. Et c'est bien. Mais on va tester les joueurs en arrivée. Donc, un examen complet, médical, cardio, biologie. Les tests, ces fameux tests, on nous dit de partout qu'ils ne sont pas fiables. Moi, j'en sais rien, en fin de compte, je ne suis pas virologue. Hein. Il faudra les répéter au minimum 1 fois par semaine. Hein, les tests déjà de recherche de virus, hein, J0, J7, J14, J21, c'est ce que j'ai lu. Pareil pour les prises de sang. Alors déjà, c'est vrai que ça pose peut-être moins de problèmes pour la Ligue 1, mais il y a un problème de budget également pour certains clubs. Donc, tous les clubs ne pourront peut-être pas faire ça. Examen cardio complet à la reprise, c'est qu'avec une écho, un électro, c'est très bien, ça rassure, c'est des examens pour rassurer. Mais on revient au même problème, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contacts, des projections de salive. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, si on a quelqu'un de positif, on est obligé d'arrêter. Hein. Je ne vois pas bien comment on peut faire. Mais en même temps, moi, je suis en même temps, en même temps, je suis quelqu'un d'optimiste. On va dire que, ça rentre dans le débat général du Covid, c'est trop complexe. On a quand même l'impression, tout en restant très prudent, que la courbe a l'air quand même de s'aplatir. On peut espérer dans les semaines qui viennent que le virus circulera moins. Ça, j'en sais rien, mais c'est plus une espérance qu'un constat scientifique. Mais c'est vrai que moins il y aura de virus en circulation, plus le risque sera faible. Mais il sera, comme je disais tout à l'heure, jamais à 0. Donc les protocoles, on peut en faire. Hein. On peut faire tous les 3 jours, tous les 2 jours, température. Ça rassure. Mais c'est tout. Ouais, tu vois, Rafik, moi, c'est ça merci qui pour me fait ces le plus précisions. Oui. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas réellement l'aspect physique des choses et l'enchaînement des matchs, parce que quand c'est géré, quand ton effectif est bien géré, on doit pouvoir faire tourner ses joueurs et les faire récupérer comme il faut. C'est plus le côté Covid-19 avec les projections salive, la transpiration, avec les contacts qui peuvent avoir lieu soit en entraînement, soit en match. En fait, c'est plus la maladie en tant que telle que l'aspect physique, moi, qui me poserait question en tant que joueur. Oui, parce que si on pousse le bouchon un peu loin, est-ce qu'après chaque touche, il faudra désinfecter le ballon? Oui, bien sûr. C'est vrai. Alors, un entraîneur m'a dit on fera les touches au pied. Il faut changer les règles, là, c'est pas mon domaine. C'est clair, exactement. Et c'est vrai que si on veut aller jusqu'au bout du bout, c'est ça la difficulté. C'est vrai que moi, je n'ai pas de solution. Et je vais me répéter, moi, j'ai envie que le foot reprenne, mais si je garde ma casquette de médecin, ça fait un peu peur quand même. Voilà, pour dire les choses telles qu'on doit les dire. Messieurs, on va aborder le 3e thème de cette émission, tant qu'il y aura des gones. Justement, on va évoquer l'aspect mental. Parce que le confinement, forcément, derrière, les confinements, ça va être compliqué pour certains joueurs. On l'a vu d'ailleurs, on a vu un joueur qui s'est exprimé. Il y a de fortes inquiétudes et c'est tout à fait légitime. Patrick Grosperrin, cet aspect mental, est-ce qu'on peut l'évoquer avec vous, avec toi? Ça constitue toi, généralement. Bien sûr. Alors, est-ce que ça va être compliqué, justement? Est-ce qu'il faudra un véritable suivi? On sait qu'il y a certains clubs, justement, qui ont un peu négligé ces dernières années, enfin depuis longtemps, cet aspect mental et qui refusent de travailler avec des préparateurs. Voilà, comment ça va se passer en cette période qui va approcher, là, cette période, justement, de déconfinement?
Alors déjà, l'effet du manque de suivi psychologique des joueurs s'est fait ressentir durant le confinement, puisqu'il y a une enquête qui a été faite en Europe. Il s'est avéré qu'il y avait 20% des joueurs qui présentaient des signes carrément de dépression nerveuse. Donc ça montre que effectivement, les clubs ont laissé les gens partir. Alors, OK, il y a eu un programme physique qui a été mis en place, mais pas forcément un suivi, un accompagnement psychologique. Et certains joueurs se sont retrouvés en difficulté, en souffrance, voire atteindre des stades qui sont pour le coup dangereux pour la santé mentale. Alors, pour ces joueurs-là, c'est vrai que ce sera forcément plus compliqué parce que quand on tombe dans ce genre de pathologie, ça ne se résout pas en quelques jours. Bon, à part ce cas un peu extrême, pour les autres, alors de même, si tout un travail a été fait pour à la fois faire cet entretien physique, mais aussi garder un bon état d'esprit, avoir des réunions d'échange, avoir pourquoi pas des challenges collectifs, enfin voilà, je ne sais pas du tout ce qui s'est fait, mais en tout cas, si ça a été vraiment pris en compte, ça a permis d'amortir un peu cette difficulté de passer d'une vie très, très, très active, à tout point de vue, physique, morale, émotionnelle, à tout d'un coup, l'arrêt, alors pas complet, puisqu'il y avait la possibilité, il y a toujours la possibilité de sortir, courir, faire du travail physique à la maison, etc. Mais voilà, je ne sais pas, encore une fois, ce qui a pu être fait, mais c'est certain qu'il fallait vraiment prendre cet aspect très au sérieux et mettre en place des entretiens peut-être individuels. Enfin, il y avait des choses à faire. Là, pour le coup, quid de ce qui a été fait. Est-ce qu'on peut préparer l'après, justement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer les joueurs à une éventuelle reprise? Alors, le point qui a été plusieurs fois abordé, et en particulier par le médecin, c'est déjà que les joueurs et leur entourage soient rassurés sur le plan santé. Si madame ou la compagne ou les enfants voient partir monsieur à l'entraînement en ayant une crainte totale qu'il puisse être infecté et ainsi de suite, bon là c'est très difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a quand même des informations qui sont assez solides qui permettent justement de rassurer un peu tout le monde. Ne serait-ce que commencer par des tests de toutes les personnes du club qui va faire qu'on va se retrouver entre gens qui, en toute logique, ne sont pas infectés. Je vais reprendre en exemple le football allemand. Ils ont repris l'entraînement quasiment depuis 3 semaines. Ils se disent prêts à reprendre le championnat le 9 mai. Alors, ça paraît très tôt. Mais comme quoi, voilà, il y a quand même 2 approches des choses quand même assez différentes dans ces 2 pays quand même qui sont limitrophes. Nous, je pense qu'on est dans l'excès de sécurisation. Eux sont peut-être plus insouciants, mais enfin, comme quoi, il y a quand même un chemin qu'on peut parcourir en partie, quoi. Je vais redonner la parole à Jérémy Lopez, parce qu'il avait une question tout à l'heure, justement. Il avait une question pour l'aspect mental. Est-ce que tu peux reposer ta question, Jérémy? Non, je crois que c'est la même que ce que tu évoquais ou ce que Nico évoquait juste avant. C'était la même question que j'avais pour le docteur Amprino. C'est est-ce que les joueurs, s'ils s'arrêtent de jouer et de travailler en groupe 2 mois, voire plus de 2 mois, est-ce qu'ils sont capables d'être réactifs mentalement pour tenir plus d'1 saison et demie? Alors, je vais répondre 2 choses. 1, l'adaptabilité humaine est absolument exceptionnelle, je dirais pour tout un chacun. Deuxièmement, ce sont des gens exceptionnels. On n'est pas dans le sport de haut niveau si on n'a pas des capacités, entre autres morales et mentales, au-dessus de la moyenne. Donc, à partir du moment où le côté peur, comme je disais, de la maladie pour soi et ses proches est en partie évacué, ils sont tout à fait capables. En plus, comme on l'a dit, si ça reprend à partir du 11 mai, ça laisse grosso modo 1 mois et demi de préparation en vue d'une reprise du championnat peut-être début juillet. Donc oui, la coupure a été longue, mais j'ai envie de dire que, ils sont capables, ils ont des ressources au-dessus de la moyenne. Deuxièmement, il y a aussi une motivation qui est incroyable, parce que
vous privez les gens de leur raison de vivre pendant 2 mois, quand on leur redonne la possibilité à la fois de se retrouver dans un collectif et d'autre part de jouer, enfin, voilà, de pouvoir jouer au football, ce qu'ils adorent par-dessus tout, plus faire de la compétition. Alors, j'en reviens à ce que disait Nicolas. Par contre, il faut une gestion d'effectifs complètement différente de ce que beaucoup de coachs ont l'habitude de faire. Alors Patrick, juste avant de poursuivre, est-ce que c'est possible de baisser un petit peu la caméra, la cam, un tout petit peu, pour être un peu plus... Voilà, parfait. Merci, c'est plus agréable pour tout le monde. Merci beaucoup Patrick. Ben, Et tu peux poursuivre. Parce qu'en fait, j'ai un... C'est très bien, c'est bon, c'est très bien. Parfait. Pas celui que vous avez alors. D'accord. Hop, voilà, comme ça. Voilà, super. Voilà, magnifique. Très beau comme ça. Tu peux continuer. Oui, alors la gestion de l'effectif, et c'est vrai que d'habitude, souvent les coachs ont des équipes types, et ce qui fait qu'il y a peu de roulement, on utilise peu de jeunes, et ainsi de suite. Surtout dans le Money Time, là on est rentré dans les 10 dernières journées, et oui, en général, dans les 10 dernières journées, on change peu l'effectif, ouais. Alors, là, pour le coup, on en vient sur un autre aspect important, qui est la confiance en soi des entraîneurs, parce que s'ils changent peu de joueurs, s'ils essayent peu de choses, c'est parce que, quelque part, ils ont une crainte que ça ne marche pas, que les résultats ne soient pas là, que leurs joueurs autres ne soient pas assez bons, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'ils prennent sur eux, en étant déjà persuadés que tous les joueurs qu'ils ont dans l'effectif sont capables d'être performants et d'aider l'équipe à gagner des matchs et à faire des résultats. Mais tu vois, si je peux me permettre d'intervenir, je pense que là, on évoque beaucoup l'aspect négatif de ce qui se passe. Et à mon sens, en tant qu'ancien joueur, en tout cas, si j'avais été international, comme ça a été le cas de pas mal de mes coéquipiers, j'aurais vécu ce moment-là avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'aspects positifs parce que ça a reposé les organismes. Le rythme qui est effréné, il s'est un peu posé, ce qui veut dire qu'on peut profiter de sa famille, se ressourcer de sa femme, ses enfants, ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on joue tous les 3 jours. Quand on est en déplacement tous les 3 jours, on n'a pas le temps de se poser comme c'est le cas là. Quand on joue 60 matchs par an et que là, on a une coupure de 2 mois, je trouve que c'est bénéfique parce que physiquement, on tire moins sur la machine. On peut un peu se recentrer sur l'essentiel. Et je pense que pour certains, ça peut avoir un aspect bénéfique de se mettre un peu sur pause. Plutôt que d'avoir toujours un rythme effréné, ça peut aussi avoir sur certains sujets, même si on est tous différents les uns des autres, on appréhende tous les choses d'une manière différente, mais pour certains, je pense que ça peut avoir des conséquences plutôt bénéfiques. C'est ce qu'on appelle l'adaptation positive. Quand on est dans le monde compétitif, de toute façon, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, les tourner à son avantage le plus possible et avancer. Donc, oui, Ouais. Tirer du positif de chaque situation, en fait. Oui, voilà. C'est un peu ce que je disais sur les projections hypothétiques, la multiplication du nombre de blessures. Il faut l'avoir en tête, mais je suis d'accord avec toi, Nico. Il faut en même temps l'avoir en tête et l'oublier. Dire que le repos, oui, parce que du coup, ils sont mis au repos, donc tout dépend comment va être mis en place la reprise et la réathlétisation. Mais pour le coup, ça a permis à certains, nous, Memphis et Reine Adélaïde, de pouvoir continuer de se soigner et de poursuivre leur convalescence. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir la chance de les retrouver au mois de juillet, j'en sais rien. À d'autres qui font beaucoup de matchs, qui enchaînent et qui étaient peut-être au bout du rouleau au mois de mars, de pouvoir se régénérer en fait. Donc, alors ensuite, vous avez parlé de la reprise du championnat suivant. C'est clair et net qu'il faudra au moins 3 semaines de coupure. Si, par bonheur, le championnat reprenait, il faudrait au moins 3 semaines de coupure pour que tout le monde puisse couper pour de bon. C'est intéressant. Patrick, je me permets justement, parce qu'il y a un joueur, c'est Raphaël d'ailleurs, qu'on avait reçu sur ce plateau, mais ce n'était pas lors de cette émission, mais il l'a dit dans une autre émission, je crois, ou dans un média. Il a déclaré justement, arrêtez de croire que c'est des vacances. Les joueurs ne sont pas en vacances, c'est compliqué, parce qu'il faut gérer les enfants, les devoirs, etc. Et que c'est pas... Non mais, quelque part, les joueurs ne sont pas en vacances. C'est ce que disait Raphaël en tout cas, je ne sais pas si vous acquiescez ou pas, mais en tout cas, lui disait, nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes en confinement. De toute façon,
la manière dont les choses se sont passées, il y a déjà eu, je crois, 3 semaines. Donc là, tout le monde et les footballeurs étaient sous tension, à savoir, on s'entretient et ça peut reprendre dans 3 semaines. Après, prolongation, je crois, de 15 jours. Donc de même, on reste toujours mobilisé pour une reprise qui peut venir rapidement. Et enfin, prolongement de 4 semaines. Donc oui, il n'y a jamais un moment de... pour eux, en tout cas, où ça y est, ok, la saison est terminée, on peut se laisser aller à être cool, à ne pas forcément avoir un régime de travail, de préparation qui soit toujours soutenu. Et donc, oui, tout à fait. Ils étaient pas en activité compétitive, ils étaient en entretien physique, mais de toute façon, moralement, ils n'ont jamais pu déconnecter, comme c'est le cas quand il y a vraiment des vacances. Mais je suis d'accord pour les 3 semaines, Patrick, parce que c'est le protocole qui était suivi pour les internationaux, en fait. Les internationaux prenaient 3 semaines de vacances après les grandes compétitions européennes et reprenaient l'entraînement et leur préparation physique au bout de 3 semaines. Donc oui, effectivement, il faudrait avoir cette coupure pour le bien-être de chacun. Et Par concernant contre, justement... Oui, Patrick. Si tout le monde veut profiter et revenir dans de bonnes dispositions, c'est aussi du conditionnement mental, parce que si certains partent en vacances 3 semaines en se disant « Ah, même moi, 3 semaines, ça ne me suffit pas, je reviendrai fatigué », à ce moment-là, effectivement, le sportif va revenir fatigué. Il faut bien que tout le monde se mette, si c'est le cas, tout le monde se mette dans la tête que 3 semaines, c'est très bien, et on va revenir régénéré et prêt à faire une nouvelle préparation. Oui. Et puis on vient rejouer au foot et on va pas à l'usine. Donc je pense que il faut se préparer à prendre 3 semaines de vacances et revenir taper dans un ballon. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. À mon sens, être très pragmatique. Ils font pas le plus dur métier du monde et que effectivement les conditions sont compliquées actuellement. Mais il faut aussi remettre l'église au milieu du village et se dire que c'est pas les plus mal lotis du monde, quoi. Non, mais ils ont quand même, c'est quand même leur travail. Donc, oui, j'entends, Jérémy, mais ils ne peuvent pas. Enfin, je suis pas footballeur. C'est pour ça, moi je l'ai été. C'est pour ça que je te dis ça. Tu peux pas t'excuser d'être footballeur et de faire ce métier. J'ai pas dit le contraire, à part que moi j'ai été footballeur et que à chaque fois que j'ai repris l'entraînement, c'était avec plaisir que j'ai eu 15 jours de repos ou 3 semaines. Parce qu'en fait, c'était ma passion, c'était ma passion, mon plaisir, et qu'à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est pas, ils font, même si c'est une période de préparation, ce que je te dis, il y a quand même, même si c'est ma manière de penser et mon avis, mais il faut aussi prendre du recul avec tout ça. Ça a beau être leur métier. Quand tu demandes à un chanteur d'aller sur scène ou à un acteur d'aller sur scène, tu peux faire le parallèle avec un joueur qui veut aller sur un terrain de foot pour faire des matchs et gagner. C'est un peu la même adrénaline et le même plaisir. On a tous besoin de couper, mais de reprendre, ça génère quand même beaucoup de plaisir, quoi. Une question justement pour Jean-Jacques Amprino. En tant que médecin, j'imagine que vous êtes un confident aussi avec certains joueurs. Et est-ce qu'il y a ce que vous abordez aussi ? Je ne dis rien sous micro. Merci, Doc. Merci. Les dossiers, on les a. Toute la ville. Lyon est un village. On est au courant de tout. Merci, Doc. Justement, les joueurs, forcément, j'imagine que les joueurs se confessent quelque part. Est-ce que vous abordez quelque part aussi cet aspect mental avec eux ? Il y a ce côté aussi de les rassurer ? Oui. Alors, je ne suis pas préparateur mental, mais je pense que le médecin club, pendant toute c'est sa fonction d'être à l'écoute du joueur. Moi, quand j'étais à l'OL, ici à Bourg, c'est un peu différent, c'est le contexte différent, mais j'étais le médecin des joueurs, le médecin des familles, le médecin des enfants, que Nico peut le confirmer. Très vrai. Ça fait partie des choses. Certains joueurs dont je connaissais l'anxiété, si par exemple leur gamin avait un petit problème de santé la veille d'un match important, j'allais voir le gamin, je l'ai rassuré quand c'était le cas 9 fois sur 10, et ça fait partie du job, ça. C'est la partie invisible du boulot du médecin club. Le médecin club, c'est pas que le médecin qui se balade avec la bombe magique sur le terrain. Il y a tout ce travail souterrain qui la vraie fonction de médecin est là, avec un colloque singulier avec le joueur qui reste un patient, entre guillemets, comme les autres à ce moment-là. Donc, nous, on relaye bien sûr au stade technique les éléments mécaniques de la machine, les genoux, les hanches, les chevilles, tout ce qui fait partie de l'intime, bien sûr, ça reste dans la fonction du médecin, notamment l'écoute. Allez, 4e thème, messieurs, pour finir cette émission, on va parler des matchs à huis clos. Oui, parce qu'on va parler, on a Jérémy Lopez notamment, même si vous êtes tous supporters. Et forcément, ça engendre de la frustration. Parce que si reprise il y a,
ça sera à huis clos, donc sans supporters. Est-ce que le football peut se jouer sans supporters, Jérémy Lopez? C'est compliqué. Non, c'est-à-dire que, ouais, cadeau, démerde-toi avec ça. Non, la vérité, c'est que, évidemment, que c'est triste. Un match à huis clos, c'est triste. C'est triste puisqu'à l'origine, c'est une punition. Quand un club est obligé de faire un match à huis clos, c'est parce que le club a déconné, les supporters ont déconné et que c'est une punition. Donc, en soi, c'est pas chouette de faire un match à huis clos. Ça amène tout ce qu'on déteste et tout ce pourquoi on n'aime pas le foot, en fait. Enfin, on aime le foot pour l'inverse. Après, on parle de santé depuis tout à l'heure, donc on n'a pas vraiment le choix. Si c'est à huis clos, c'est à huis clos et il n'y a pas de souci. C'est triste, simplement. Ouais, Jérémy, je me permets parce que c'est vrai qu'effectivement, on a entendu aussi des dirigeants. Pourquoi cette question en même temps, ce débat? Des dirigeants, grosso modo, ça ne concerne pas l'Olympique Lyonnais pour le coup. Grosso modo, bon, on s'en fiche, allez, on continue, coûte que coûte, même sans supporter, on s'en fiche, quoi, plus ou moins. Et c'est vrai que toi, tu avais notamment posté sur Twitter une petite lettre pour rappeler que c'était important le partage aussi, la communion, que c'était un échange aussi, le football, normalement. Bien sûr, évidemment. Non, mais c'est sûr que, mais en revanche, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Si les matchs doivent se jouer, évidemment, s'il y a des matchs qui doivent se jouer avant, je ne sais plus ce qu'a dit le président Macron, mais c'est comme pour le théâtre, il y a pas de réunion à plus de 100 personnes, je crois, jusqu'à mi-juillet. Donc, si le championnat reprend avant mi-juillet, de toute façon, la question se pose même pas. On est obligé de faire des matchs à huis clos. Mais c'est malheureux, évidemment. Et puis, demander aux joueurs, je pense qu'ils vous diront la même chose que moi. Et oui, Nicolas Pudebois, c'est un joueur. Nico. Non, mais là, pour le coup, des clubs comme Marseille et Saint-Etienne vont être avantagés. Ils ont l'habitude plus souvent que nous de jouer à huis clos. Non, mais c'est vrai que c'est pas Monaco. Monaco aussi. Eux, c'est toute l'année. Non, mais pour être plus sérieux, c'est vrai qu'on fait ce métier-là pour partager des émotions. Et les émotions, on les partage et avec nos coéquipiers et avec nos supporters. Ça fait partie de l'essence du football, surtout à haut niveau. Remplir des stades, communier avec son public. Et oui, ça serait un gros manque. Après, s'il faut faire les efforts pendant 1 ou 2 mois de jouer à huis clos pour pouvoir repartir sur une saison pleine et retrouver nos conditions classiques et normales, si c'est des petits sacrifices, mais voilà, mais ça sera des sacrifices quand même. N'empêche que s'il faut le faire, il faut le faire. Il a raison, Jérémy. On en parle depuis le début. Voilà, la santé avant tout. Hein. La santé avant tout. Donc, et ma connexion elle est moins bonne. Mais du coup, oui, il faut privilégier la santé. Et après, le huis clos, ce sera une péripétie de plus dans cette saison déjà assez extraordinaire par rapport à ça. Question pour Patrick Gros-Perrin par rapport au match à huis clos, justement, est-ce que ça peut avoir un impact sur les joueurs d'un point de vue psychologique? Est-ce que les joueurs peuvent être perturbés de jouer comme ça, finalement, sans spectateurs? C'est vrai que la partie adrénaline de l'ambiance est beaucoup moins présente, bien entendu. Après, on en revient toujours au conditionnement mental, c'est-à-dire mon métier, c'est de jouer au foot, c'est de donner le meilleur de moi-même, c'est de faire que mon club ait les meilleurs résultats possibles et faire abstraction de ce contexte très particulier. Voilà, je reviens toujours à l'adaptation positive, c'est qu'on doit jouer dans ces conditions-là. C'est sûr que ce n'est pas ce qui nous plaît le plus, mais par contre, on doit se mettre dans un état général et psychologique qui va être de tout donner comme si le public était là et ne pas se poser plus de questions que cela. Vous savez, quand les gens commencent le football à 8 ans, 10 ans, 12 ans, ou 14 ans, parfois, il n'y a pas de public et ils se donnent tous à fond et ils se font plaisir. Bon, bien évidemment que la présence du public est extraordinaire, mais là, pour le coup, c'est pas le plus dommageable. Pour moi, le plus dommageable, c'est l'ambiance, le plaisir pour les supporters d'être là, de communier, ainsi de suite. Mais les joueurs... Ils ne sont pas impactés, les joueurs, par rapport à ça. Ils peuvent être impactés, mais je dis qu'ils doivent faire un travail avec le staff pour faire qu'ils dépassent cette frustration-là. Ouais, Razik, là, par rapport à ça, c'est vrai que c'est là où on voit vraiment la différence entre les grands joueurs et peut-être les autres, c'est-à-dire ou les compétiteurs et les autres. C'est-à-dire que y en a qui ont besoin d'avoir une atmosphère particulière pour se galvaniser et hausser leur niveau de jeu.
où certains ont juste besoin d'être sur un terrain, leur côté compétiteur et leur psychologie leur permettent d'être toujours au top niveau, peu importe les circonstances en fait. Et là, pour le coup, on va pouvoir jauger qui est qui grâce à cet élément. Enfin voilà, encore l'aspect positif, mais voilà, on va pouvoir vraiment définir les différences entre les uns et les autres, parce qu'il y en a qui vont arriver à très bien s'accommoder de cette situation, parce que c'est des professionnels, c'est des compétiteurs, et leur seul but, c'est d'être très performants et de gagner les matchs. Et puis d'autres qui vont avoir besoin, pour être motivés, d'avoir du public, d'avoir de l'ambiance, et ainsi de suite. Ben voilà, encore une fois, on n'est pas égaux par rapport à ça, et c'est ce qui fait qu'il y a des très grands joueurs et il y en a des autres, quoi. Ce confinement, en tout cas, t'as fait du bien, Nico. Hein. T'es positif et t'as perdu un peu de poids. Magnifique. J'ai perdu, ouais. J'en suis ça à se moins voit. 7 là. Oh, ça se voit. Merci. Ça se voit. Razi. Docteur Amprino, quel est votre regard, vous, par rapport à ces matchs à huis clos? Je crois que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. C'est vrai que voici pas mal de matchs du banc de touche lorsque Gerland à l'époque était plein. C'est quand même mieux. Moi, ce qui m'a toujours étonné dans les quelques matchs à huis clos qu'on a pu avoir, ou quand on allait à Monaco, effectivement, à une époque, on disait que c'était le seul stade où c'était des joueurs qui connaissaient le nom des spectateurs. Et c'est la résonance, notamment, des joueurs qui parlent entre eux. Ouais. Il faut qu'ils fassent très attention parce qu'on entend absolument tout. Donc là, il faut rester très correctement, politiquement correct, parce que tout est audible. Oui, donc là, même la main cachée, ça ne suffira pas, quoi. Ouais. Ça suffit pas. La main devant la bouche. Ouais, la main dans la bouche. Oublie, Rudy. Rudy. C'est vrai qu'un match à huis clos, c'est triste. C'est comme jouer, je pense, une pièce devant une salle vide, quoi. C'est une punition aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut. Je pense au théâtre. Oui. La différence, c'est qu'il y a un résultat dans le sport. Oui, bien sûr. Dans le foot, il y a un résultat. Et c'est ce que dit Nicolas, c'est que si c'est des vrais compétiteurs, le vrai mental, c'est que tu gagnes. Et les grands champions jouent de la même manière maintenant en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, de la même manière quand ils étaient dans leur cours d'école, parce que c'était le résultat qui importait. Au théâtre, c'est un peu plus dur. À part pour les captations, j'en ai fait quelques-unes vidéo, mais c'est vrai que le contact direct est beaucoup plus impactant, je crois, sur le. Ouais. Sûr, on n'a pas entendu c'est un peu le ressenti. C'est un peu le ressenti et l'avis qu'on peut avoir, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je pense que tu ressens la salle quand si ça, voilà, les murmures, ce genre de choses, ça doit impacter. À un moment donné, dans un stade de foot, les supporters, t'en fais abstraction. Quand il y a du bruit, quand il y a un terrain hostile, tu essaies justement de te mettre dans ta bulle. Donc voilà. Ça peut te pousser par moments, quand il y a des moments un peu difficiles, quand tu es un peu en difficulté, mais souvent, tu essaies d'en faire abstraction pour rester le plus concentré possible pour ta performance. Merci, messieurs, en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça a plu à tous nos fidèles téléspectateurs. Et puis, bon courage à tous dans vos différents métiers. Et puis, on espère, Nico, surtout, se retrouver ici sur ce plateau. Oui, le plus rapidement possible. Ouais. En tout cas, je vous remercie tous. C'était très intéressant et très sympa de vous revoir. Merci à vous. Oui, mais plaisir de se rencontrer sur le plateau et en chair et en os. Prenez soin de vous, de vos proches. Et surtout, restez chez vous dès que possible, bien sûr, parce qu'il y en a certains qui travaillent, qui n'ont pas le choix. Mais si vous ne travaillez pas, restez chez vous, protégez-vous. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tanguy Radégon. Everybody. We bad and determined. For the win, yeah, we yearning. There's a fire that's burning. It's up that we turning. You can doubt we the baddest. We came here to shine. I ain't worried about yours. I'm trying to get mine. Come on.